Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 66e épisode du 7e argument. J'espère que je serai à la hauteur pour vous parler de ce film aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, pour faire cette introduction, bonsoir à tous, bonjour à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais voilà, très content de vous retrouver sur ce 7e argument pour parler d'un film français. Et d'un film français qui était peut-être plutôt attendu, en tout cas pour moi, en cette fin d'année. Et je suis très très content d'inviter mes autres petits hommes, on va dire ça comme ça, alors qu'ils sont très grands de cœur, à savoir Sébastien, Mathieu et mon frère Jimmy, pardon, qui est ici. Ah, il n'est pas là. Oh, bien réussi. Bon, t'occupes du chat? Ouais, c'est bon. Je peux vous parler. Ah là là, il a même le costume, incroyable, incroyable. Bonsoir messieurs, je dis bonsoir parce qu'il est 21h10 à l'heure où on enregistre cette vidéo. En tout cas, je suis très content de vous avoir avec moi, un peu fatigué aujourd'hui, mais on va y arriver. En tout cas, Sébastien, très content de te retrouver depuis Superman, comment ça va? Eh oui, salut Fabien, ça va très bien et vous? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, Ça va. très, très content d'être avec vous et très content et hâte en tout cas d'avoir votre avis sur ce film, au gros budget quand même on peut dire, de cette fin d'année. Jimmy, Mathieu, est-ce que vous allez bien depuis samedi? Ça Eh va, ben, on oui. a bien dormi. Bien dormi. En tout Pas cas, fait de voilà, cauchemar. n'hésitez pas fait de cauchemar. Effectivement, on avait fait un live film d'horreur pour préparer Halloween. Le lien peut s'afficher ici. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, il marche plutôt bien. On a eu pas mal de bons retours. Et allez voir le commentaire qui n'a aucun rapport avec le cinéma, mais qui m'a fait beaucoup rire sur YouTube. Vous pourrez aller voir. Il y a des gens qui lancent des trucs. C'est très drôle. Bref, en tout cas, très content de vous avoir, comme je vous l'ai dit. Et on va parler aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez vu le titre de la vidéo et que c'est affiché partout déjà avec les encarts, de l'homme qui rétrécit, le remake d'un film des années 50, à savoir en 57. Moi, j'avais ce coffret DVD avec 2 films de Jack Arnold, notamment. Du coup, L'homme qui rétrécit. Alors, Tarantula, je ne l'ai pas encore regardé, il faudrait que je me le fasse. Mais voilà, j'avais déjà vu L'homme qui rétrécit il y a très longtemps, mais j'avais peu de souvenirs à part quelques séquences. Là, je me le suis refait. J'ai pu me le refaire avant de la séance de ce nouveau film. Donc, c'était cool. On pourra en parler pour ceux qui l'ont vu. Effectivement, faire quelques comparaisons, ça peut être intéressant. J'imagine que toi, Sébastien, tu l'avais vu, cet original. Je l'avais vu, mais comme toi, je l'avais vu il y avait quelques années, j'avais en mémoire quelques séquences phares du film et je l'ai revisionné récemment pour Très bien. me rafraîchir un peu la mémoire. Bah oui, homme de science-fiction, Sébastien est forcément là pour en parler. Avec Mathieu, plaisir. toi, tu avais vu l'original, je crois aussi. Oui, tout à Ouais. fait. C'était lorsque j'ai un petit peu avant qu'on fasse Ciné Créatis, donc je ne l'ai pas revu depuis, donc ça fait plus de 15 ans que je l'ai vu. Mais j'ai encore quelques souvenirs vivaces dans la tête. Très bien. Et toi, Jim, je crois que tu n'avais pas encore, tu n'as pas pu le voir avant cette séance. Non, l'original, non, malheureusement. Donc, ça va être intéressant, du coup, différent. d'avoir ce regard différent. Donc, à la réalisation, nous avons Yann Kounen, un réalisateur plutôt déglingo français qui se faisait un peu plus sage ces dernières années, puisqu'on le connaît pour l'adaptation de Blueberry pour 99 francs, bien évidemment. En plus, là, il retrouve Jean Dujardin, donc c'est plutôt marrant. Il avait fait Doberman, voilà, et dernièrement, il avait fait le film Mon cousin avec François Damiens et Lindon, pardon, qui reste une comédie très sympathique, mais effectivement, Yann Kounen, pour ceux qui le connaissent un petit peu dans son délire, et c'est souvent un mec qui va être, je l'appelle un peu le double face du cinéma français, parce que d'un coup, il va vouloir critiquer, renverser totalement les codes dans son cinéma, être un petit peu foldingue, et de l'autre, il arrive à avoir des choses un peu plus posées, un peu plus contemplative. Et donc, ça va peut-être se ressentir d'ailleurs dans ce film aussi, donc on va en parler. Mais voilà, c'était fort intéressant. Et puis, effectivement, on savait qu'avec ce type de scénario, ce type d'histoire, il fallait user d'effets pratiques, d'effets spéciaux aussi. Et on attendait de voir ce que ça allait rendre à l'image. Et voilà, en tout cas, on va en parler avec une partie sans spoil pour commencer, comme toujours. Et bien évidemment, on vous préviendra quand il y aura les spoilers. Je vais lancer le petit teaser. En attendant, vous pouvez réfléchir à votre note sur 5, messieurs, qu'on va délivrer
juste après. Et ben, on va pouvoir y aller et se lancer dans le vif du sujet. C'est parti avec le teaser. C'est pas possible. T'as peut-être un peu maigri? Vos bilans sont normaux, vos radios sont normales. Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Non. Notre vie est passagère, infime. C'est ce que nous sommes. Alors, est-ce que la date a changé? Oui, c'est marqué 29 octobre alors qu'il est sorti le 22. Là, nous sommes le 27. Alors, Jimmy, il rétrécit pas, il disparaît. C'est l'homme qui disparaît. L'homme invisible. Tout. L'homme invisible. Bref, en tout cas. Mais effectivement, voilà, il est sorti le 22 octobre. Nous sommes le 27 à un moment où on enregistre cette critique. Donc, il est déjà en salle. Il sort en parallèle, en plus, du gros mastodonte aussi, qui est Kaamelott partie 2. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il est déjà sorti, il est déjà en salle. Et comme vous avez pu le voir, voilà, cette bande-annonce reste assez discrète. On n'en dévoile pas trop et c'est pas mal. Oui. Je vais pitcher le film pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire originale. Donc, j'ai parlé du film original, c'est très bien, mais je vais aussi parler de l'origine qui est le livre de Richard Matheson, un écrivain et aussi scénariste, notamment doué pour la science-fiction et un peu le fantastique et l'horreur. C'est lui qui a écrit notamment Je suis une légende, qui a été aussi adapté en film. Il avait co-scénarisé du coup L'homme qui rétrécit de 57 et voilà, il a scénarisé pas mal de films jusqu'à sa mort dans les années 2000. Duel de Spielberg. Duel. Effectivement, c'est Matheson aussi, tout à fait. Et il est décédé, je crois, avant les années 2010. Mais voilà, il a fait quand même pas mal de choses que vous allez forcément peut-être déjà vu, au moins vous avez forcément déjà vu une adaptation de Matheson, c'est certain. Bref, en tout cas, L'homme qui rétrécit, voilà, là c'est le remake 2025. Et on va donner du coup nos notes sur 5. Donc on va modifier nos petits avatars. Ouais. Enfin, nos noms. Et on peut y aller. Vas-y Mathieu, vas-y. C'est parti, on balance nos notes. Je n'arrive pas à l'écrire, bien évidemment. Pourquoi? Là, c'est parti. Très bien, on a du 3,5, on a du 3 et du 4, donc on reste effectivement plutôt conquis par le projet. Très bien, on commence par Jimmy, celui qui a le moins, entre guillemets, apprécié le film. Toi, Jimmy, sans spoil pour l'instant, qu'as-tu pensé du film? Et sachant qu'en plus, tu ne connaissais pas l'histoire peut-être originale, tu n'avais pas lu le bouquin, je pense pas non plus. Non, du coup, c'est vrai que je me questionne beaucoup sur comment a été traité le film original, bien sûr aussi le livre, mais on est là sur les adaptations. Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Sans aucun spoil, je l'ai trouvé très intéressant à découvrir, mais je ne suis pas sûr que ce soit un film que j'aurais envie de revoir. Du coup, dans le sens où il y a des choses très intéressantes, le récit est intéressant. C'est peut-être à là que du coup, malheureusement, ça va se heurter à mon envie de pas forcément revoir ce film-là. C'était un one-shot pour moi. Après, il y a de très jolis décors, il y a de très belles choses. Les mises en scène, après, du coup, c'est un peu atypique parce que il y a des effets réels et après beaucoup aussi post-prod, forcément. Mais ouais, j'ai bien aimé le découvrir, mais du coup, voilà, je sais que c'est pas un film qui pour moi sera mémorable ou où je prendrai du plaisir à le revoir. Je pense pas. D'accord. Ça reste assez simple aussi dans son, on va dire, je vais pas faire l'affront de dire que ça aurait pu être un court-métrage, mais en soi, le récit est assez linéaire, assez simple, et c'est en ça que du coup, il est difficile d'oublier le film et de se dire, ah tiens, je vais le redécouvrir une deuxième fois. Après, j'apprécierais probablement de voir la première adaptation, parce qu'elle sera totalement différente, bien sûr. Déjà, ne serait-ce que par l'écart des années où lesquelles les deux ont été réalisés. Mais c'est en ça où je me suis dit, ouais, ok, bien à voir, à revoir après, pas sûr. Ok. Donc j'ai oublié de le pitcher, je vais le pitcher avant de laisser la parole aux autres, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Dans L'homme qui rétrécit, on va suivre, dans celui-ci en tout cas, Jean Dujardin, donc il joue le personnage de Paul qui, après une balade en mer avec un événement un petit peu particulier, va se retrouver à rétrécir de jour en jour, de mois en mois,
de la taille d'un homme standard à la taille d'une fourmi presque. Donc voilà, et sans avoir de raison forcément palpable. Et du coup, il va avoir sa chute, en tout cas en tant qu'être humain, comme il le connaît, complètement changer de jour en jour. Et comment l'impact va aussi jouer sur sa famille, à savoir sa femme et sa fille. Voilà, pour le pitcher gentiment. On va passer la parole à Mathieu, qui lui a mis un 3,5 comme moi. Convaincu, mais peut-être pas autant que ça. Mathieu, sur cet homme qui rétrécit, qu'as-tu pensé de cette réadaptation? Moi, quand je mets 3,5, pour moi, ça commence à être un film tout à fait honorable. Par rapport à la version de 57, justement, c'est une bonne adaptation qui va, par contre, beaucoup plus vite, si je puis dire, sur les conséquences psychologiques du rétrécissement. Tandis que celle de 57 avait une scène que je trouvais vraiment magnifique, où justement le héros qui est en train de rétrécir se retrouve face à quelqu'un qui avait toujours ignoré, dont il ignorait tout des difficultés, à savoir une personne atteinte de nanisme. Ouais. Et il est pris justement pour être quelqu'un, lui aussi, atteint de nanisme. Donc il se retrouve à parler à égalité avec quelqu'un dont il pensait que c'était une personne handicapée. Alors que, en fait, c'est lui qui est véritablement handicapé parce qu'il est obligé de s'adapter à une condition qu'il n'a jamais connue. Et ça manque un petit peu dans la version de Yann Kounen, mais disons, ça passe quand même très bien. Les personnages sont bien joués. Et donc là, j'ai lu aussi, c'est Jean Dujardin qui est à l'initiative du projet. C'est lui qui voulait absolument l'adaptation du roman de Richard Matheson. Et pour ça, ils ont eu un budget confortable, 21 millions d'euros, soit le 7e film français le plus cher de 2025. Donc, félicitations, j'espère que les recettes seront à la hauteur. Oui, non, tout à fait. Effectivement, gros budget pour ce film. Alors forcément, ça s'explique par la création des décors, de l'univers et tout. On pourra en parler. D'ailleurs, j'ai lu un petit peu, enfin, j'ai vu des interviews du réalisateur et Jean Dujardin qui en parlaient de comment ils ont tourné ça. On pourra en parler en partie spoil. Mais ok, très bien. J'entends ton avis. Je le partage plutôt. Alors c'est vrai que en sortant de la salle, j'étais plutôt conquis. Donc moi, je l'ai vu hier matin. Et là, en reposant un petit peu plus à froid, je suis un peu plus, alors je dirais pas mitigé parce que je trouve que ça reste un bon film et que justement de voir ça dans le cinéma français, ça fait toujours du bien de tenter ce genre de proposition qui reste quand même pour moi assez radicale. J'avais peur que justement, à contrario de l'original, sans spoiler, mais que ça finit d'une façon assez pessimiste. Et là, le film garde aussi cet aspect-là. J'avais peur que ça finisse en une sorte de happy ending ou en tout cas avec un 4e acte qui aurait pu être un peu plus gentillé. Et non, là on est vraiment sur une proposition totalement sérieuse, totalement terre à terre, même si ça peut être prêté à rire de voir un Jean Dujardin qui rétrécit au fur et à mesure. Là effectivement on est sur une fatalité de ce personnage qui va effectivement apprendre à vivre avec, accepter le fait qu'il ne deviendra peut-être plus rien au vu de sa taille, de sa condition et de ce qu'il va perdre autour de lui. Et où effectivement en termes de propos, j'ai trouvé ça plus percutant, un peu plus simpliste peut-être que l'original qui lui partait plus sur le personnage du film original. Lui effectivement il va rétrécir, il va aussi perdre entre guillemets la compagnie de sa femme. Il n'y a pas de petite fille dans l'original. Là ils ont rajouté pour ce film-là, il n'y a pas d'histoire de petite fille dans l'original. Donc là ils sont plus concentrés effectivement sur cette relation de père-fille aussi. Mais voilà, et ce qui était intéressant du coup dans l'original, c'était aussi cette perte de classe en fait, parce que dans le film original, c'est un monsieur qui aussi bosse bien, qui est dans une classe sociale assez haute et il va descendre au fur et à mesure et ça va être dit ou en tout cas montré de certaines façons. Là, on part plus sur un personnage qui a un monsieur, j'ai envie de dire un monsieur tout le monde, mais qui a une vie très confortable, qui a une belle situation de vie, qui a un travail qui lui plaît, une très jolie femme, une super fille. Ils vivent dans un coin paradisiaque, tu vois. Voilà. Donc du coup, c'est plus cet homme-là qui est frustré d'avoir entre guillemets tout
mais qui ne profite pas de tout ça et qui va perdre, en fait, qui va perdre, entre guillemets, tout et qui va, du coup, regretter sa vie d'avant puisqu'il va être résumé à être peut-être plus rien. Et voilà, je trouvais ça plutôt important. Après, effectivement, je rejoins un petit peu Jimmy sur le fait que j'aurais peut-être aimé que le film soit un peu plus haletant. Je trouve que l'exposition, la mise en place, même si elle reste intéressante et qu'on comprend un petit peu on montre différentes pièces, on montre différents fusils de Chekhov qui vont après effectivement avoir un intérêt pour la deuxième partie. Et parfois un peu les dialogues et la voix off qui est un petit peu simplée sans être péjoratif, mais ça reste un petit peu gentil et je trouve qu'effectivement j'aurais aimé qu'on arrive plus rapidement dans la partie avec la cave, voilà, sans spoiler, et qu'on se concentre un peu plus longtemps sur cette deuxième partie que la mise en place qui est un petit peu longue et qui est pour moi des fois pas forcément intéressante, notamment l'histoire où on le voit, son métier, je trouve qu'on s'en fout, ça n'apporte rien par rapport à ce qu'il vit dans la deuxième partie. Je l'attendais qu'il y ait un lien ou qu'il y ait quelque chose, et là effectivement il aurait pu être n'importe quoi d'autre. Le fait qu'on nous montre un peu son métier et tout, qui est rattaché à la mer parce qu'ils vivent au bord de la mer, à cette limite-là, alors peut-être voilà, que c'est un mec qui est passionné par son travail, mais je trouvais pas forcément. Je pense Bah, que c'est un mec qui est ça ingénieur, quoi. amplifie le côté où tu parlais de la classe où il n'est pas forcément aisé, mais dans son taf, il n'est pas juste salarié, tu vois, il fait partie soit des associés ou un minimum Ouais, de ce mais côté où il a un contrôle sur sa vie et son travail et à sa maison aussi, Ouais. tu vois. Donc je pense que ça. Contrôle un peu ça. Mais il a qu'un semi-contrôle c'est un pour peu moi ça. parce que du coup il rappelle des clients pour être payé parce qu'il y en a qui sont pas payés rapidement, tu vois. Donc je trouve pas forcément, je trouve peut-être le choix de métier n'était pas forcément plus adéquat par rapport à ce que ça voulait nous faire écho à la fin du film. Voilà, c'est le seul regret. Et d'autres séquences. Quelqu'un qui est en notamment. charge, quoi. Après, forcément, il dépend toujours de personne, mais il perd Et effectivement ce contrôle qu'il a. Et en termes d'action, j'aurais bien aimé qu'il garde cette fameuse séquence qui est dans l'original avec cette fuite d'eau. Parce qu'à un moment, il y a une sorte de fuite d'eau auquel il va devoir survivre. Et Kelly, en plus, elle a la chaudière. Et ils le mettent en avant dans celui-ci. Et en fait, on s'en fout que la chaudière soit en panne ou pas. À part pour nous montrer le lien, en fait. C'est juste une aide pour aller voir. Ouais, mais encore. C'est une aide vitale. Mais je pense que c'était en termes de budget et en termes de peut-être mise en place ça coûtait encore trop cher, je pense. Mais voilà, en tout cas, j'ai apprécié le film. Je peux le revoir et je pense que je l'achèterai dans la collecte parce que je trouve qu'il est vraiment très beau visuellement, qu'il y a de la mise en scène est plutôt inspirée de Yann Kounen et qu'il arrive à trouver ses rapports d'échelle qui sont plutôt bien faits. Et les décors, voilà, effectivement, sont très très cool. Donc ça marche bien. C'est plus la forme que effectivement l'écriture ou le fond qui effectivement, comme dirait Jimmy, est un peu linéaire. Et je comprends l'envie que la fin du film nous lance ou nous raconte. J'aurais aimé que ça arrive peut-être plus rapidement, sans cette phase d'exposition qui me semble trop classique par rapport à ce que le film veut nous raconter. C'est peut-être ça qui... je ne sais pas si je m'explique bien ou si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, effectivement, on a cette voix off qui parle un petit peu philosophiquement de notre condition d'être humain, de vie, de ce qu'on est. Mais en parallèle, on a effectivement cette mise en place assez classique de film. Et après, la deuxième partie part sur carrément autre chose. Donc c'est vrai que ça manque un peu peut-être d'équilibre à ce niveau-là. Mais voilà, j'apprécie le film et je trouve que c'est cool de voir ça aujourd'hui, encore dans les salles françaises. Bref, j'ai assez parlé. Je vais passer la voix à Sébastien qui va nous dire, lui, pourquoi il a apprécié encore plus que nous cet homme qui rétrécit. Alors, oui, effectivement, j'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai trouvé que c'était un très bel hommage au cinéma fantastique classique des années 50. On retrouve bien des séquences marquantes du film de Jack Arnold, elles sont bien reproduites. La scène avec le chat, la scène avec l'araignée, la maison de poupée, la fuite d'eau. Bon, tous ces éléments-là qui nous avaient tous marqués en voyant le film original. Et puis en même temps, il y a des éléments de modernisation. Le personnage, donc là, le personnage s'appelle Paul dans le film. Il est plus étoffé que le personnage présenté dans le film original. Il a une petite fille. Il travaille dans la construction navale. Bon, le personnage est un petit peu plus étoffé. On peut peut-être s'attacher davantage à lui. J'ai trouvé que c'était aussi une belle performance technique en matière d'effets spéciaux. C'est vrai que dans le cinéma français, on n'est pas forcément si habitué que ça à voir des films fantastiques. Là, le parti pris est réussi. Je pense notamment à la scène de l'araignée où il y a un moment où le metteur en scène arrive à susciter un peu la peur. Et c'était bien réalisé de ce côté-là. Et alors,
on en a parlé tout à l'heure, comment c'est Richard Matheson qui a écrit donc le scénario original, le livre. Ouais. Et puis Richard Matheson a été impliqué sur des productions comme La Quatrième Dimension, par exemple, des œuvres de science-fiction de l'époque. Et on retrouve bien ce style-là. Tu parlais du narrateur, par exemple, présent dans le film. Il y a une portée philosophique, en fait, sur la condition de l'homme. C'est un homme voilà qui se miniaturise petit à petit et qui doit faire preuve vraiment d'humilité dans sa situation et s'adapter en permanence à cet environnement qui évolue autour de lui. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un beau message autour du film. On a peu l'habitude actuellement de voir des films de ce type-là. Et c'était très très agréable quand on est amateur de cinéma fantastique classique, on va dire. Non, c'est bien. Et puis c'est vrai qu'au moins la bande-annonce, pour moi j'avais vu que la première, hein, mais ne ment pas et n'amenait pas un truc qui pouvait être ridicule en fait, qui aurait pu prêter à rire. C'est vrai que en plus Jean Dujardin, il a aussi déjà fait un film où il était plus petit dans le film L'Homme à la hauteur avec Virginie Efira, et c'est vrai que là c'était une comédie. Et c'est vrai que là le film, voilà, dès le début pose les bases de dire voilà, ce qu'on va te raconter c'est sérieux, et ce qu'on va te raconter c'est la chute, la décadence d'un homme qui va effectivement physiquement rétrécir, et comment il va essayer de survivre face à ça et d'essayer de garder sa condition d'être humain. Et c'est vrai que non, c'est plutôt fort qu'ils aient gardé ce propos. Voilà, donc on peut prêter à rire peut-être une ou deux fois, parce que quand on voit Dujardin qui au début rétrécit de façon assez brutale, mais sinon non, ça reste plutôt sérieux, et c'est ça qui est bien dans ce récit en tout cas. On arrive à avoir de la sympathie pour le personnage, et puis oui, il y a aussi tout le côté médical en fait qui crédibilise aussi l'histoire. À un moment donné, dès que les premiers symptômes de la transformation ont lieu, quoi. Ouais, premiers symptômes qui effectivement sont comme dans le film original aussi, hein, il voit ses habits rétrécir, etc. Enfin, il voit ses habits rallongés comme s'ils étaient trop grands et tout, et effectivement c'est amené de façon, et les clins d'œil sont bien amenés, bien présentés même. Et voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il aille un peu plus loin et qu'il y mette un peu plus encore peut-être sa patte dans certains choix artistiques. Et notamment, je trouve que la scène du chat, même si elle est cool dans ce film-là, est plus impressionnante dans l'original. Parce qu'en plus il joue avec la maison de poupée dans l'original. Là on est sur un autre décor à ce moment-là. Coup de patte. Ouais, mais c'est plutôt cool. Bon bref, on va pas trop en dire maintenant, on va en dire un peu plus dans la partie spoiler si ça vous va, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, monsieur. Eh bien écoutez, c'est parti pour la partie spoiler. C'est parti. Donc, on est dans la partie spoiler, on peut encore bien creuser, on peut parler des détails un petit peu plus et de comment cette histoire, et on peut raconter un peu plus si on veut aussi sur la comparaison avec le premier film, enfin avec l'adaptation de 57, pardon. Je repasse la voix à Jimmy. Toi, Jimmy, qu'est-ce que tu as envie d'amener plus pour approfondir ton avis? Qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé voir de plus? C'est compliqué. Je sais pas ce que je dois voir plus, parce qu'en soi, effectivement, ce qui est très intéressant, et notamment dans le cinéma français, comme on en a parlé, c'est vrai que des films fantastiques ou presque un côté SF, parce que c'est vrai que du coup on a beaucoup le côté médical qui est amené, même s'ils n'ont pas d'explication, mais oui, effectivement, vous rétrécissez vos organes, gardent la proportion de votre corps et tout. Mais en soi, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de scène où je me suis dit ah mince, j'aurais aimé qu'ils poussent un peu plus loin, soit en termes de décor, soit en termes de crédibilité, quels sont les nouveaux dangers quand tu deviens à cette taille-là. Et à ce niveau-là, je trouve que du coup, c'est bien. On a plusieurs choses. On a la survie simple en termes de boire, manger. On a les survies face à des nouveaux prédateurs. On a le côté psychologique, comme vous en parlez. Alors, moi, je rappelle que j'ai pas vu ni lu le livre original, ni vu la première adaptation. Mais c'est vrai que du coup, on a un côté, effectivement, c'est pas qu'un film d'aventure. Ça aurait pu l'être si c'était un remake peut-être américain, blockbuster, ça aurait pu être plus un film d'aventure, d'action. Mais là, on a le côté très humain et très psychologique, effectivement, où
il se met à parler avec une figurine, histoire de garder des semblants de liens sociaux. Il y a le petit poisson aussi qui voit, bon, on y passe rapidement, mais non, en vrai, il n'y a pas de choses qui m'ont manqué, parce que parfois, c'est dans ce genre de film, quand c'est des choses visuelles, que ce soit des créatures, des monstres, ou là, en l'occurrence, de voir comment, du coup, ils adaptent ça à une personne qui est rétrécie, et donc, tout le décor habituel devient un univers totalement différent. Et en ça, je trouve que c'est bien foutu. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment où je me suis dit, ah tiens, ce plan-là pêche. En tout cas, rien ne m'a sorti du film, plutôt. Voilà, c'est vrai qu'on voit des images arrêtées, des fois, là, on se dit, bon, il est un peu plus net que le reste du décor, mais dans le film, honnêtement, voilà, j'ai rien qui m'est sorti du film, donc ça, c'est un très bon point. Et non, honnêtement, c'est vrai, à part effectivement cette simplicité un peu de linéarité du récit, où effectivement, ouais, on a peut-être un peu moins fan de la voix off, effectivement, le narrateur qui est la voix du personnage principal, hein, qui est la voix de Paul. Je vois à peu près ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que ça marche à 100%? Je ne suis pas certain. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça nous garde un peu dans la même couleur tout le long du film. Je ressens peut-être un peu moins la chute pour lui. J'aurais peut-être aimé voir un peu plus de couleurs, même quand lui, il y a une scène qui est assez intéressante, ou quand il est du coup debout sur le comptoir. Je ne sais plus si c'est sa femme ou sa fille, mais il dit « je suis pas malade hein ». Et puis il le répète « je suis pas malade hein ». Et tu vois qu'en fait, il se le dit pour se le convaincre lui-même. Et tu vois un peu une folie qui commence à lui dire je suis pas malade, hein. Je suis pas malade. Hein. Et j'aurais peut-être aimé voir ça dans cette narration si ça avait été ses pensées sur le long, un peu comme un journal de bord, mais en voix off. Dans le film original, c'est aussi tout le long du film, cette voix off. Je trouve que du coup, ça avait un sens. Là, dans cette version-là, comme je disais que moi, que la première partie, j'ai trouvé un peu plus classique et qu'on n'avait pas forcément tout de suite compris, qu'on comprend pas forcément qu'on va rentrer dans une sorte d'expérience métaphysique d'un personnage qui va essayer de survivre. Je pense qu'elle aurait été plus intéressante qu'elle démarre effectivement au moment où il est tout seul dans la cave et qu'il commence à s'auto-parler comme s'il parlait au spectateur. Je pense, j'aurais pas forcément mis dès le début cette voix off. J'aurais gardé ça peut-être pour la deuxième partie, qui aurait peut-être plus d'impact. J'ai plus les dialogues en tête, enfin les dialogues. J'ai plus le monologue en tête de ce qu'il dit en narration, mais c'est vrai que le souvenir en tout cas que ça me laisse, c'est que ça aurait pu être une narration totalement extérieure, c'est-à-dire pas la voix du personnage de Paul. C'était plus un peu en mode, du coup, qui sommes-nous en termes d'être humain, la vie est comme ça, un regard sur l'univers et tout ça. Et j'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus pousser le fait que c'est la voix du personnage, donc est-ce que ce sont ses pensées sur l'instant T quand on traverse du coup tout ce qui lui arrive. Et peut-être que j'aurais mis un peu plus de ça, de voir peut-être pas la folie, parce qu'en soi, il a tellement la survie qui doit être omniprésente et d'être vraiment alerte partout. Mais peut-être que j'aurais apprécié un peu plus de pousser ça, parce que du coup, c'est vrai que cette narration, elle apportait pas autant ce qu'elle aurait pu apporter, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Parce que justement, il pousse encore plus le délire, l'expérience sensorielle qu'il était dans le premier. Ouais, effectivement, appuyer un peu plus son processus psychologique. Ouais, à la fin, c'est très bien, il explique ce côté un peu en paix, quoi. Surtout qu'en plus, qu'au moment où effectivement on reste dans la cave et qu'on est qu'avec lui, là on est quasi muet en plus. Donc en plus, ça aurait pu apporter encore plus de profondeur, ou en tout cas s'intensifier plus que la première partie où c'était par moments dans des séquences d'exposition ou des séquences de réflexion. Donc tout à fait. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as envie d'aborder? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur l'analyse du film? Je suis tout à fait d'accord pour la question de la voix off. Personnellement, je trouve que c'était le truc qui était en trop. J'aurais fait monter à 4 sur 5 s'il n'y avait pas eu cette voix off. Mais sinon, moi, je suis admiratif toujours du travail de Yann Kounen quand il s'agit de réaliser. Je trouve que c'est un très bon réalisateur. Et aussi, les effets spéciaux sont pour moi bluffants. Donc, ils n'ont pas fait ça au fond vert, avec la création de décors virtuels. Ils ont fait ça, décors matériels, par lesquels on utilisait une caméra avec ce qu'on appelle le motion control, qui permettait d'avoir un contrôle très très fin et surtout les mêmes mouvements de caméra, que ce soit avec Jean Dujardin ou avec le décor.
Voilà, il Alors, filmait c'est le le, truc le à décor à prioriser. part, qui faisait un mouvement certain, et après Jean Dujardin, bah forcément sur des fonds verts ou des fonds bleus, mais qui effectivement, ils allaient jumeler ensuite l'ensemble, donc il n'y a pas de décor créé en image numérique en fait. C'est ça qui. C'est Et ça. après, bah, on peut voir qu'effectivement dans le film, il y a beaucoup de plans. Je crois qu'il y a plus de 70% de plans en plateau, de plans physiques en fait. Donc du coup, ça se ressent. Moi, je trouve que Gros travail. le travail du son est incroyable aussi, puisqu'effectivement là, dès qu'il va être tout petit, il va ressentir le son de plus en plus fort, des petits sons du quotidien qui vont s'intensifier. Et je trouve que le travail des bruitages et tout est vachement bien fait, et vachement bien utilisé aussi. Donc ouais, je te rejoins sur ça, Mathieu. Et alors, ensuite, vous parliez d'une fin pessimiste. Justement, non. Alors, que ce soit la version de Jack Arnold, où en fait, le personnage devient émerveillé en sortant dans le jardin, alors que normalement, ça devrait être encore plus dangereux que la cave. C'est juste triste rigolo. C'est Mais, cher triste les gosses après. Mais dans les deux cas, en fait, il s'apprête à partir dans le monde microscopique et justement à fusionner avec l'univers en quelque sorte. C'est pour ça que justement ensuite on revient sur des plans en drone où on le voit de haut. Et avec ça, justement, c'est nous qui devenons petits par rapport à notre environnement. Ce rapport d'échelle déjà commencé dès le départ. Les premiers plans sont tournés de manière à ce que justement on ait l'impression que le personnage de Jean Dujardin, Paul, est minuscule dans son environnement. Déjà, de Donc, base. Ouais. il y a déjà des prémices. C'est vraiment une très bonne façon de réaliser pour préparer le spectateur. C'est un film très fluide. Même avec le plan d'intro, là où on voit la planète Terre, après la caméra bascule, on ne sait plus si la mer et le ciel, etc. Et... Non, dès le début, effectivement, je vous disais, le rapport d'échelle est bien travaillé. Il y a beaucoup de plongées, contre-plongées, ouais, avant même que le rétrécissement opère. Alors, c'est que j'ai utilisé la le mot douche, pessimiste. notamment. Oui. Le mot pessimiste, c'était pas le mot le plus adéquat, c'est vrai que c'est plutôt le côté fataliste de l'histoire. Non, mais je suis d'accord, parce qu'en fait, on peut prendre le film comme une ouverture totalement optimiste et totalement philosophique, mais c'est vrai que j'avais peur, en fait, justement, aujourd'hui, qu'on n'accepte pas le fait de montrer cette radicalité de fin, en fait, qui aujourd'hui est assez culottée quand même dans le cinéma français, on n'en voit pas souvent des comme ça. Et ça, il n'y a que Yann Coulen qui peut peut-être tenter de l'interpréter ou de l'amener, et c'est pour ça qu'effectivement... je disais au début que Yann Coulen, c'était autant renverser les codes que être dans l'émerveillement, dans le côté poétique et dans le côté effectivement. Je cherche le mot, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire à ce niveau-là. Je rebondirai aussi sur les effets visuels effectivement ils ont rajouté aussi pas mal de trucs alors ils ont peut-être enlevé certaines choses mais ils ont rajouté en plus, notamment l'histoire du poisson qui n'est pas dans l'histoire dans le film original. J'aurais aimé qu'ils aient encore dans le roman original. Il est dans le roman, d'accord, donc là ils l'ont récupéré dans le roman et pareil là on voit des fourmis, on voit des moustiques qui n'avaient pas forcément leur place dans le film original, donc je trouvais ça bien qu'ils amènent de façon plutôt cohérente en fait des insectes qu'on peut retrouver dans une cave sans trop en rajouter, sans trop en faire, et justement de ne pas avoir mis une énorme araignée dès le début, ce qui est un peu le cas. Ils ont mis une migale dans celui des années 57, donc je pense que c'était... Elle est préparée quand même. Elle est préparée. Ouais. Elle est pas pareille, mais du coup au début je dis c'est marrant, en fait l'araignée elle est pas si grosse que ça, mais en fait c'est le jeu de fait qu'ils rétrécissent encore que l'araignée devient de plus en plus immense, et je trouvais ça bien effectivement de ne pas avoir mis une grosse araignée dès le début, mais qu'elle devienne énorme parce qu'effectivement avec le temps elle arrive et elle est plutôt big. Et ça, je trouvais ça bien. Toi, j'étais un peu plus. Pardon, je crois que j'ai un décalage. Et là, j'étais un peu plus perplexe sur le moustique. La première fois qu'il vient lui apparaître, il est quand même mastoc. Il fait à peu près sa taille, donc c'est en ça que je pense que du coup, il n'est pas trop une proie pour le moustique. Et on le voit ressortir par la grille, mais quand lui y arrive plus tard, il passe toujours pas dans la grille. Et là, je me suis dit, je sais pas si ça vous l'a fait aussi. Mais je me suis dit, en termes de proportion, en fait, lui, il passe pas. Ouais, si, je me suis dit la même chose, c'est vrai. C'est un détail pour dire que tout le reste est vraiment très bien et que ça passe vraiment nickel. Mais après, c'est pas parce que le grillage est plus haut en haut, j'en sais rien, mais ouais. Tout à fait. Mais ça, tous les effets sont très bien réussis. Qu'est-ce que tu aurais aimé rajouter sur le film? Je trouve que, comment dirais-je, le film a un côté mystique en fait par rapport au film original. Dans le film original, c'est expliqué clairement
que donc Scott, le personnage principal, se miniaturise à cause de la radioactivité, un nuage radioactif qui passe alors qu'il est en mer avec sa petite amie. Dans cette version-là, ça reste un total mystère. Bon, on le voit bien nager au début du film, mais c'est pas expliqué clairement les causes de l'accident. Ça demeure un total mystère. C'est l'une des grandes différences avec le film original. J'ai trouvé que le film avait quelques moments de poésie intéressants aussi. Tu parlais tout à l'heure de la scène avec le poisson. Effectivement, elle figure pas dans le film original. Ça apporte une petite touche poétique également quand ils se retrouvent vers la fin du film dans l'environnement extérieur. Ils commencent à devenir admiratifs vis-à-vis de ce qu'ils voient. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Et puis le film a un beau message aussi sur le fait que tout est relatif. Effectivement, cette lutte avec l'araignée, où à un moment du film, il est plus grand que l'araignée, il se miniaturise légèrement et l'araignée devient plus grande que lui. C'était plutôt bien fait et bien pensé. Après, on peut voir aussi le film comme une allégorie sur comment dirais-je, un peu sur la mort, d'avoir son destin qui lui échappe, de voir son corps en fait changer, se dégrader ou se modifier, et puis devoir lutter en permanence, devoir s'adapter à son environnement. C'est quand même plutôt un beau message, et je trouve que le film s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes en fait. Il passe plutôt bien. Et on aimerait bien savoir ce qui se passe en fait à la fin du film quand il va se miniaturiser à une échelle subatomique, et qu'est-ce qu'il va finir par découvrir, les mystères de l'univers. J'ai la réponse. Normalement, il meurt d'asphyxie avant. Il va péter. Et les midi-chloriens. Les midi-chloriens, voilà, c'est ça. Mais la fin du film là, avec cette ouverture sur l'univers, sur l'espace. D'ailleurs, sa fille contemple les étoiles et puis font un fondu vers l'univers. Voilà, c'est toujours cette réflexion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, c'est vraiment un film qui a une portée, un message philosophique. Je trouve ça intéressant dans l'époque actuelle de revenir à ce genre de film. Et puis là, effectivement, on a vraiment le cercle familial qui est mis en avant. Alors, dans le film original, effectivement, il est avec sa femme qui, effectivement, subit les choses. Mais il n'y a pas trop d'interaction ou de vrais comportements par rapport à sa disparition ou à sa... Enfin, il y a des comportements, mais je veux dire, là, on travaille encore plus la chose. Donc, la perte de sa femme, elle reste effectivement horrible, mais elle devient naturelle parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'elle va faire effectivement avec un mec qui ne sera plus son mari? Il y a cette perte de virilité, il y a cette perte de cet isolement qui se fait déjà avant même qu'il soit... l'isolement qui commence. Et l'histoire de sa fille est intéressante parce que c'est elle qui va vouloir le chercher. Il croit encore jusqu'au dernier moment, entre guillemets. Et effectivement, j'aurais même encore aimé qu'ils rajoutent un peu plus de séquences avec sa fille, et notamment la séquence de la séquence peut-être la plus euphorique et la plus joyeuse du film. C'est la séquence de la maison de poupée, où effectivement là il commence à jouer le jeu un peu pour divertir sa fille, et sa fille qui d'un coup va avoir cette posture de mon papa il me faisait peur quand il faisait le monstre, maintenant je vais lui faire le monstre, je deviens peut-être extérieur par rapport à ce qu'il est plus vraiment mon père, mais plus un jouet, en fait. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et puis, il y a ce plan de cette maman qui regarde ce qui se passe, mais qui est déjà déconnectée, puisqu'en plus, elle est en dehors de la maison. Elle est, il y a vraiment un positionnement de mise en scène qui déjà raconte ce détachement. Et je trouve ça vraiment plutôt bien pensé. Et la petite, d'ailleurs, le casting est très bien. Bon, du jardin, il y a rien à prouver. Marie-Josée Croze aussi, elle est très bien. Et la petite fille, là, je crois que c'est son premier rôle, elle est vraiment plutôt bien dans le rôle. Non, c'est pas son premier rôle. Elle avait joué dans Natacha, presque hôtesse de l'air, et dans Nos Petites Victoires.
Mais en termes de en termes de rôle quand même secondaire ou en figuration, je sais Je pas. crois que c'était aussi en rôle secondaire. D'accord, mais en tout cas, Et là- elle marche, ça marche très très Ça bien. marche très bien. Le casting Mais est là, quoi. Très bien. la séquence aussi permet de crédibiliser la présence de la maison de poupée qui figurait déjà dans le film original, mais il n'y avait pas d'enfant. Ouais, c'est La vrai. maison de poupée appartenait à Il n'y a pas de à sa poupée, il y a une femme. maison quand Non. même. Voilà, c'est ça. Bon, je Elle l'avait déconne. certainement depuis qu'elle était petite, Petite, elle l'avait ouais. gardée. Mais là, ça permet de crédibiliser un petit peu tout ça. Mm. Et je trouve que Jean Dujardin s'en sort aussi très très bien. Et on voit bien qu'il aime bien revenir au cinéma classique américain, comme il avait pu faire sur The Artist déjà. Et puis on l'a vu aussi dans d'autres rôles comme ça de cinéma Ouais, non, classique, ça même lui- ça les lui va bien. OSS 117 où il avait repris le rôle de Zorro il n'y a pas tellement longtemps. Bon, il aime bien ça en fait. Bah, Et il aime ça bien passe, tester les ça passe très expériences. bien. Hein. Sauf que là, il le fait En tant que sur comédien. sur un ton sérieux, quoi, dramatique même des fois, et ça marche très très bien. Je trouve qu'il dégage Ouais, c'est vachement de pas choses avec. ridicule, une seule seconde. Ouais. Il dégage beaucoup dans les regards. Je trouve qu'il a une force dans le regard, même plus que des fois dans la parole. Et je trouve qu'un moindre regard, tu comprends ce qu'il ressent, ce qu'il pense et tout. Oui. Je trouve à ce niveau-là, Et surtout dans puis ce on, c'est vrai que on comédien. finit par avoir de la sympathie pour lui, même assez rapidement quand on le présente dans son cadre, quand on montre ses relations avec sa famille, comment il construit sa vie et tout. Bon, c'est le gars tout à fait sympathique. Et puis on le voit lutter petit à petit de plus en plus. Et oui, on ne peut qu'éprouver de la sympathie et du soutien pour ce qui lui arrive, quoi. Tout à C'est vrai fait. qu'en tant que comédien, de travailler sur un truc comme ça avec des décors du coup en partie, bonne partie réelle, ne serait-ce que les accessoires qu'il a, ça va être une cour de récréation. Parce que, du coup, ça te met en condition et en immersion ça doit être fou, quoi. Ouais, et en plus dans l'interview là que j'ai vu, il disait qu'il avait eu qu'il avait un peu peur au début de tourner des heures et des heures à côté de morceaux de machin, d'escalier, d'avoir un clou dans la main et puis avoir quand même des fonds bleus pour avoir les marqueurs pour la suite. Mais finalement, il trouvait que c'était un vrai terrain de jeu et qu'il a pris goût à imaginer les choses. Et c'est ce qui est le plus difficile dans ce genre de tournage, c'est d'imaginer et de faire ressentir des choses que tu ne vois pas. Bien évidemment, l'araignée, c'était pas une vraie araignée ou ce genre de choses. Oui. Donc, D'ailleurs, l'araignée aussi, il y a une différence majeure avec le film original, c'est que dans le film original, dans la lutte, l'araignée finit par mourir. Oui. Alors que là, assez rapidement, il explique à sa petite fille, donc quand il a sa taille normale, que l'araignée, elle joue un rôle important pour l'écosystème, qu'elle se nourrit d'insectes, etc. Ouais. Et c'est ce qui va se passer quand il va être miniaturisé. Il ne va pas la tuer finalement, et puis l'araignée va s'occuper d'un insecte à côté. Ouais. Je trouvais que c'était intelligent de le faire comme ça. Ouais, en fait, l'araignée n'est pas vraiment. Oui, il n'arrive pas à la tuer, mais limite, tu as envie de te dire, l'araignée n'est pas forcément là pour être juste pour. Enfin, et forcément l'antagoniste à 100% H24. Effectivement, elle essaie de survivre elle aussi. Et ça se voit quand on se regarde la dernière fois. Ouais, t'as limite le dire, bon voilà, je t'ai pas bouffé cette fois-ci, bon j'ai autre chose à manger à côté, donc je te laisse la vie sauve, je sais pas trop, mais effectivement non, ça, le comportement des insectes reste plutôt cohérent et je trouve que ça marchait plutôt bien, ça restait cohérent C'est fait avec intelligence dans la démarche. J'étais surpris par la musique que je trouvais plutôt sympathique, la composition musicale, et c'est Alexandre Desplat du coup qui était derrière, et je trouvais ça plutôt intéressant par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Je l'aurais pas reconnu sur cette partition, c'est qu'à la fin que j'ai vu que c'était Desplat, j'ai fait ah ok, et c'est toujours bien mieux que Jurassic World, le dernier qui est passé, où il n'y avait pas grand chose à dire ou à faire, j'ai l'impression, mais là dans celui-ci je trouve que là il a composé quelque chose qui était assez original. J'ai plus trop souvenir de la musique de l'original, du film original. Je sais plus si on était dans les mêmes cartons. Ça reste dans les classiques des films des années 50. Mais voilà, il y a quand même des musiques qui montent en tension rapidement. Ouais, bah dans le film original, il y a des grosses musiques tambour battant quand il y avait les attaques d'araignées, ça me revient maintenant. C'est ça. Mais là, on est sur un truc un peu plus métaphysique, comme le film le souligne plus. Voilà. C'est un peu plus cohérent et ça marchait plutôt bien, je trouvais, la BO. Et le travail du son, voilà, reste aussi un point fort, comme je le disais. Donc, oui. donc voilà. Bon. C'est
il y a un beau travail de réaliser. Et puis après aussi, le film a réussi à se monter grâce à Jean Dujardin. Il y a sa société de production qui est intervenue sur le film. Et puis, en fait, il expliquait qu'il est tombé par hasard sur le DVD dans une Fnac du film. Il l'a revisionné, il l'a regardé 3 fois de suite. Et puis rapidement, il a appelé l'un des producteurs de son réseau pour dire il faut qu'on adapte ce film-là. Et il a réussi à avoir les droits finalement assez facilement. Et c'est intéressant de voir ce goût, cet intérêt pour le cinéma d'aventure, le cinéma classique de fantastique. Alors, est-ce qu'on aura Tarantula 2025 du coup, ou en 2026? Oui. Qui l'a vu le Tarantula? Vous l'avez vu, messieurs? Ouais, non. Moi, non, je crois pas. Ouais, il faut que je me lance dessus. Bon, après, Tarantula, ça a l'air d'être d'une araignée vraiment géante. C'est plus par là c'est l'inverse. Je vais pas y arriver. Ouais, qui va attaquer des gens. Je sais pas. Je regarde le pitch. Il n'est pas marqué le pitch. Mais il y a la créature du Lagon Noir aussi. Oui, alors après, il y a 1 milliard de. Alors ça, c'est un film aussi fantastique, hyper connu, réalisé par Jack Arnold. Ouais. Donc plein de choses encore qu'on pourrait se mettre sous la dent. Il y a encore plein de classiques qu'on pourrait effectivement revisiter un petit peu de ce cinéma science-fiction fantastique qui pourrait être intéressant et faire des écarts et des pas un peu différents dans le cinéma français. Et c'est ce qu'on vous conseille en tout cas d'aller voir en salle cet tome qui rétrécit. Ouais, ça mérite le coup d'œil. En tout cas en salle, puisqu'effectivement il y a une certaines dimensions intéressantes à voir sur grand écran. Donc, les affiches sont sympas aussi. Oui. Ouais, ça change. Alors, la principale, qui est celle que tu montres là, c'est pas celle que je préfère. Mais elles ont ce côté, du coup, vraiment un peu comme les films de l'époque où, d'ailleurs, on a plusieurs artistes qui sont décédés il n'y a pas longtemps, là, où c'était pas vraiment des artistes, où il y avait vraiment un travail. Et moi, en plus, qui ai eu la chance de voir les affiches Tyrell au cinéma, effectivement, du coup, je me suis approché de près. Et effectivement, il y a vraiment ce côté petit coup de pinceau que là, bien sûr, sur un écran, on peut pas forcément voir, mais c'est avec le chat, ça se voit un petit peu plus dans les dégradés d'ombre où elles sont très jolies. Je trouve ça très cool aussi. Oui, ça rend encore un hommage à ce cinéma-là, quoi. C'est en salle, on vous conseille d'aller vous faire votre avis sur cet homme qui rétrécit. En tout cas, messieurs, merci pour vos avis qui n'étaient pas petits ni courts, mais bien développés et intéressants. C'est toujours intéressant de partager nos arguments. Et on se retrouvera bien évidemment le mois prochain pour parler d'un autre film. Je ne sais pas de quoi on va en parler, mais en tout cas on en parlera. Et on vous souhaite en tout cas à tous une belle journée, une bonne soirée, une belle matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on finira avec cette fameuse phrase: toujours il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Même s'il est tout petit. Même s'il est tout petit. Allez, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao messieurs.